Retour à la Terre et transition, trouver un nouvel équilibre dans son projet de vie. Un atelier animé par Amélie Dag, productrice du podcast Laisse Béton, avec Cécile Gueux de Pôle emploi, Perrine Lotte, fondatrice de ICO, Loïc Vojda, sociologue et spécialiste des néo-paysans, et Clément Rivoire, éleveur et vice-président Auvergne-Rhône-Alpes des jeunes agriculteurs en charge de l'installation. Pour commencer, c'est moi qui vais parler, puisque c'est moi qui ai le micro. Comme point de départ de cette table ronde, de cette sous-commission, j'aimerais partager avec vous, en avant-première mondiale, ce qui ressort des témoignages justement qui m'ont été confiés dans le cadre de ce podcast, de la fabrication de ce podcast. Donc pour vous donner une idée, il est assez récent, il a démarré au début de l'année 2022, j'ai dû interviewer un peu plus de 50 personnes, des gens qui ont migré, donc qui ont quitté à un moment de leur vie la ville pour aller s'installer quelque part dans une zone moins dense, on va dire. Des experts de ce sujet-là, et puis des individus qui sont engagés pour les territoires ruraux, le leur, ou les territoires ruraux en général. Et de ça, donc c'est les personnes qui ont quitté la ville, elles travaillent dans l'agriculture ou pas, hein, qu'on soit très clair, on va parler d'agriculture, de paysans, mais pas que. Aujourd'hui, on parle de gens qui migrent, qui quittent la ville et qui s'installent dans le monde rural. Donc il y a plusieurs choses quand même qui ressortent de ces premiers témoignages. Alors ça n'a rien de scientifique, je ne suis pas sociologue, il n'y a aucune méthodologie, si ce n'est ma subjectivité totale, mais j'ai envie de la partager aujourd'hui. Donc le premier point qui ressort de tous ces témoignages, c'est que, vous allez être soulagés, mais opérer son retour à la terre, donc quitter la ville, en fait c'est possible. Il y en a qui le font, il y en a qui réussissent, il y en a qui restent. Et c'est possible, et voire c'est souhaitable, vous diront certains. Ils ont commencé à le dire hier dans la séance d'introduction. Voilà, donc ça c'est le premier point qui ressort. Le deuxième, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a une très très grande diversité, d'une part entre les histoires de vie, puisque ce sont des histoires de vie. Voilà, donc vous pouvez imaginer entre l'âge, la profession, le changement de vie professionnelle ou pas. Donc il y a des histoires très très diverses. Et il y a une énorme diversité aussi, je pense qu'on en parlera aujourd'hui, entre les territoires ruraux d'autre part. Alors c'est peut-être une énorme platitude que je vous dis là, mais c'est quand même quelque chose d'important. On a tendance, depuis la ville, à voir le monde rural comme un gros ensemble, et en fait c'est pas vrai du tout. Il y a une énorme diversité qui ne correspond même pas d'ailleurs à la diversité administrative. C'est-à-dire qu'au sein de même département, vous pouvez avoir des histoires de vie, des populations et des accueils, du coup, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, qui sont très très différents. Troisième élément, c'est que, quelle que soit leur histoire, quelle que soit la diversité de toutes ces histoires, les témoins que j'ai pu rencontrer trouvent dans le monde rural ce qu'ils sont venus chercher, et même bien plus que ça. C'est net, c'est clair, c'est-à-dire que loin d'être un simple changement géographique, un changement de décor, c'est un vrai changement, un vrai bouleversement de vie que de quitter la ville. Parmi ce qu'ils trouvent, on pourrait passer l'heure et demie là-dessus, mais c'est vraiment pas le sujet. Je vais vous citer quelque chose qui reviennent souvent dans les témoignages qui me sont confiés. Un alignement entre leurs valeurs et leur mode de vie. Et là, je parle d'écologie, mais pas que. Une connexion ou une reconnexion à la nature. Je crois que c'est Henri Landès qui en parlait hier dans la séance d'introduction. On parle beaucoup de reconnexion à la nature. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une connexion. C'est-à-dire qu'on est souvent plus ruraux du tout depuis 3-4 générations. Donc voilà, savoir faire pousser, planter, faire pousser une patate, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Et cette connexion, cette reconnexion, elle est souvent vécue comme un soulagement. C'est-à-dire, vraiment, c'est ce qui ressort. C'est pas dit comme ça, mais c'est vraiment vécu comme ça en tout cas. Autre élément, un rapport au temps qui est plus sain. Moins speed, moins tout ce que vous voulez. Le fait de se raccorder avec les saisons. Le fait, quelqu'un m'a confié quelque chose que j'aime bien, qui est de dire, quand je parle aux gens, en fait, et qu'ils me posent des questions, ils prennent le temps d'écouter ma réponse. Et je trouve que c'est assez symbolique de la façon dont on vit le temps et donc la relation avec les autres dans des zones moins denses. Autre élément, une vie plus sobre. Ce qui ne veut pas forcément dire une vie moins chère, on pourra revenir là-dessus aussi. En fait, ça revient à dire peut-être qu'il suffit de s'éloigner des zones de grande consommation pour moins consommer. Peut-être que c'est aussi simple que ça, en fait. Juste un exemple qui revient souvent, c'est que les personnes qui sont installées, qui ont quitté la ville au bout de quelques années, réalisent qu'en fait, elles voyagent moins qu'avant. Alors bien pour la planète, peut-être moins bien pour d'autres choses, et qu'en fait, elles passent leurs vacances chez elles ou qu'elles habitent dans le monde rural.
Autre élément, une conscience écologique renforcée, quel que soit son point de départ. C'est sûr qu'en période de canicule, par exemple, entendre parler ou regarder sur un écran une photo de plantes cramées ou de rivières asséchées, quand les médias veulent bien nous montrer, associer ça à la canicule, c'est une chose. Le voir, le vivre, je pense qu'on en parlera aujourd'hui, mais voir alors le champ de son voisin dont les tournesols sont grillés ou vos plantes dans votre jardin qui sont cramées, voir votre exploitation et ce qui doit vous faire vivre qui a péri à cause d'une période de grêle ou de sécheresse, c'est quand même autre chose que de le vivre à travers le récit d'autres. Une vie sociale bien plus riche que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça, c'est un élément qui est vraiment fondamental parce qu'on va beaucoup parler d'humain et de relations humaines aujourd'hui. Voilà. Une vie culturelle qui est foisonnante. Ça ressort à chaque fois. Une vie associative, ça aussi, ça sort à chaque fois, qui est d'une richesse vraiment insoupçonnée. Alors, parfois, les associations, elles pallient le manque de services publics. Et parfois, elles existent juste parce qu'il y a des héros qui portent tout ça et qui ont envie d'animer les territoires. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient dans les témoignages et qui, du coup, ça doit être un cercle vertueux, provoque une espèce de sens de l'engagement. C'est-à-dire que on commence à mettre le doigt dans une association, à mettre le pied dans une association, et en fait, on commence à en créer de son côté, à s'engager pour la vie culturelle, pour la vie de la communauté. Une re-hiérarchisation de ses priorités. Voilà, on sent que quitter la ville, c'est aussi souvent sortir d'un système. Voilà. Et puis, pour finir, et je pourrais en citer d'autres, une forme d'empuissancement. Alors ça, c'est un terme qui est pas souvent évoqué, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, quelle que soit l'activité que j'occupe maintenant dans ce territoire rural, que je sois devenu agriculteur, paysan ou pas, je réalise que avant, en ville, j'utilisais 10% de mes capacités. En fait, je sais faire beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais, qu'il s'agisse de bricolage, de jardinage, voire carrément de vivre de mes mains et de ce que je sais faire. Ça revient assez souvent aussi. Bon, voilà, je ne vais pas vous abreuver de plus que ça, mais tout ça pour dire que quand on écoute ça, on se dit, bon, bah, super, c'est merveilleux. Chérie, fais tes valises, on déménage. Partons tout de suite. Bon, en fait, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, sinon on ne passerait pas 1h30 à parler de ce mais qui va arriver derrière. En fait, tous les témoins reconnaissent que cette transition, si on l'appelle comme ça, demande 3 choses. D'une part, de l'énergie, et beaucoup d'énergie. Bien sûr, avant le départ, et c'est ce dont on parle, je pense, pendant ces 2 jours ici, mais aussi au moment de l'installation et après l'installation. C'est-à-dire que ça prend du temps, tout ça, et ça c'est le 2e point, c'est-à-dire que ça prend du temps de s'intégrer dans un territoire, de comprendre un territoire, de l'apprivoiser, de se laisser apprivoiser par un territoire. Alors, ça prend plus ou moins de temps, bien sûr, selon votre histoire, selon le territoire, encore une fois, et selon plein de facteurs, mais il faut de la patience, ça c'est clair. Voilà. Les choses vont peut-être moins vite, en tout cas, elles ont un autre rythme, et il faut du temps. Voilà. Et le 3e élément que cette transition demande, alors c'est évidemment pas forcément dit comme ça, mais c'est une forme d'humilité. Je parlais d'apprivoiser, de se faire apprivoiser par le territoire. Voilà, il faut être prêt à ouvrir grand les yeux, les oreilles, l'esprit pour, encore une fois, comprendre ce territoire et comprendre comment on peut interagir avec lui et y vivre durablement. Voilà. Voilà ce que je voulais partager dans cette longue introduction, mais après, je vous promets que c'est vous qui allez parler. Pour démarrer la discussion avec mes petits camarades, j'aimerais qu'on pose un peu le décor en se demandant ensemble ce qu'on entend par nouvel équilibre. En fait, quel est l'enjeu derrière notre sujet aujourd'hui et pourquoi y a-t-il un sujet dans un contexte de retour à la terre ou du fait de quitter la ville? Pourquoi est-ce que ça pourrait perturber un équilibre de vie? Et j'aimerais que Perrine, donc fondatrice de ICO, démarre cette discussion ou me réponde sur ce sujet-là. C'est quoi le sujet, en fait? Ça marche, oui. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, moi, j'ai toujours besoin de savoir un peu qui est dans la salle, pour savoir en fait si ceux qui sont déjà, a priori peut-être il y a quasiment personne, mais déjà installés en campagne. Ah, quand même, donc 2. Les autres, vous êtes en questionnement avant de sauter le pas, c'est ça? Ou... Oui. À peu près.
Ok, d'accord. Il y a peut-être d'autres cas, en fait, oui. Vous voulez nous dire peut-être qui... Oui. Moi, je collabore avec le projet Clermont-Ferrand Massif Central, capitale européenne de la culture 2028. Et donc voilà, on parle beaucoup des territoires. Donc ce n'est pas une capitale-ville, mais une capitale-territoire sur 4 départements avec plus de 3 millions d'habitants. Voilà, donc on est intéressé par le territoire et la ruralité. C'est pour ça que je suis là. Bon, merci. Et en plus, mon épouse, d'ailleurs, est agricultrice. Ok. Moi, j'interviens avec une double posture, qui est que, du coup, on accompagne chez CO les personnes qui sont en questionnement, en quête de sens, mais spécifiquement sur la transition écologique et sociale, ou l'impact positif, ou le fait de intégrer le sens, mais avec cette dimension utilité. Voilà, prenez le mot qui vous convient. Et donc, dans ces personnes qu'on accompagne depuis 5 ans, il y en a un certain nombre qui, en se posant ces questions-là, forcément, c'est un lien avec la vie personnelle et se disent mais en fait, je ne peux plus vivre en ville. J'ai besoin que cette quête de sens, elle soit globale, donc professionnelle, et aussi de me reconnecter à la nature de manière quotidienne et donc de quitter la ville. Et la deuxième posture que j'ai aujourd'hui, c'est d'être concernée aussi par le sujet. Donc moi, je viens vous partager les retours d'expérience des personnes qu'on accompagne et qui sont dans ce cadre-là. Et à titre personnel, je suis un produit pur parisien, moi aussi, qui a déménagé donc à Lyon. On est basé à Lyon chez ICO. Et je me pose beaucoup cette question de retour. Départ pour un contexte de vie et peut-être des activités professionnelles différentes. Et je suis en transition, et du coup ça a le lien aussi avec la thématique de l'équilibre, c'est d'y aller aussi par étapes pour certains, parce que voilà, je vais emménager dans une maison avec un grand terrain, et donc je me dis c'est le moment de me mettre les mains dans la terre et d'y aller progressivement, parce que j'ai besoin de le faire comme ça. Du coup, quand je dis départ, justement, c'était aussi ce sur quoi je voulais commencer, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont vécu avant de commencer leur première activité professionnelle dans justement des zones géographiques moins urbaines et qui, en tout cas pour ceux qu'on accompagnait, ont voulu ou ont dû aller travailler à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, des grandes ou des plus petites villes, Clermont, des agglomérations. Et du coup, se questionnent comment retrouver finalement ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, parce que on a envie de revenir en fait à ça. Il y a ce premier cas de figure, et il y a le cas de figure de je suis citadin depuis toujours, et en fait là, d'autant plus post-Covid, je ne sais pas comment vous, cette question arrive dans votre vie, mais en tout cas, ont envie de se reconnecter davantage à la nature, à un autre quotidien, un autre rythme. Et se pose la question, du coup, à 3 niveaux, pour moi. Après, je pense qu'il y a plein de façons d'aborder l'angle de l'équilibre. Mais la question de quand on a envie de changer, le changement, il amène plein de questions, forcément. Vous allez vous retrouver dans, je pense, ce que je vais dire. Mais si on est sur la question du changement vers plus de vert, de connexion nature, rythme, etc. Ça met la question de qu'est-ce que ça va changer pour moi au niveau personnel, qu'est-ce que ça va changer pour moi au niveau professionnel. Et quand je dis personnel, il y a aussi une dimension familiale qui peut aussi s'extraire du personnel. Enfin, moi, je l'extrais aussi parce que personnellement, c'est déjà soi, en fait, comment on intègre cette volonté de changement dans tout ce que ça peut impacter. Après, oui. Pardon, je essaie de pas trop d'être synthétique. N'hésitez pas à me couper. Du coup, typiquement, personnellement, je vais reprendre. En fait, là, il y a 2 jours, j'ai co-animé un événement ici sur le retour à la campagne, les reconversions à la campagne avec un collectif qui s'appelle Mixer.
Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a traité tous les clichés en fait qu'on peut se dire quand on a envie de faire ce mouvement. On va être isolé, la mobilité c'est compliqué, pas de lien social, pas de culture. Donc c'est là où c'était hyper intéressant les retours que vous formuliez avant. Enfin voilà, tous ces clichés-là, l'idée c'était de les déconstruire, ou en tout cas de dire comment ça va être différent. Je prends l'exemple de la mobilité. Moi, je suis en vélo à 15 minutes, voire à 5 minutes de tout à Lyon. Il y a une personne qu'on a accompagnée, c'était le cas aussi. Elle a bougé à 1h30 de Lyon dans un petit village. Et elle m'a dit, moi, mon critère, je savais que peut-être je ne ferais pas tout à vélo, mais par contre, j'avais besoin d'être à côté d'une gare pour pouvoir faire mes trajets vers la ville... Lyon, pour le coup, en termes de travail, parce qu'elle ne voulait pas quitter son travail tout de suite. Mais ça a un impact, en fait, dans son quotidien, puisque 2 à 3 fois par semaine, elle va avoir ces 7h30 en fait, de trajet aller et retour. Donc, c'est des choses à intégrer, comme, par exemple, peut-être être dans un changement d'habitude aussi de consommation. Là où en bas de chez nous, peut-être avant, on avait à proximité tout à pied, peut-être que en fait là, soit on vit dans le centre-bourg et c'est aussi un choix, soit ça va être dans des endroits plus éloignés. Et du coup, soit faut prendre le vélo pour les plus motivés, soit la voiture. Et c'est vrai que moi, le critère voiture, je serais intéressée d'avoir vos retours aussi sur le sujet, parce que la voiture, moi, je suis bloquée en fait par ça. Je me dis, mais j'ai pas envie d'avoir une voiture, et en même temps, c'est une réalité, quoi. Pour beaucoup de cas, mais pas tous. Mais quand même, ce qu'on a pu observer. Après, côté familial, ça a un impact peut-être aussi dans la façon de vivre, en fait, que ce soit en couple ou en famille, si on a une famille. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, avec ma famille de différent Est-ce que, en termes d'éducation, ça a un impact forcément, en fait, d'être en lien avec... la nature, les animaux, plus que le béton, les parcs avec des toboggans bétonnés. Ça change aussi cette perspective d'éducation. La proximité aussi avec les infrastructures, c'est comment en fait je prends les avantages et je prends aussi les contraintes et comment je me situe par rapport à ça dans cet équilibre. Je prends le témoignage aussi d'une personne qui a déménagé à côté de Cray, donc à côté de Valence. Freelance du coup en communication et du coup c'était vraiment son projet de s'excentrer de la ville. Pour autant là elle a du mal, elle revient une fois par semaine à Lyon pour la transition pour elle est un petit peu compliquée et elle me dit à la fois mais c'est trop bien parce que j'ai un rapport au temps et aux gens qui est différent, mais elle est en transition par rapport à ça et aussi par rapport au fait elle remarque que les personnes autour d'elle vont chercher leur enfant à 5h30, sont hyper concentrées familialement, et là où elle a moins ce rapport-là. Donc c'est vrai que en termes de comportement, peut-être il y a aussi une évolution, ou en tout cas une adaptation, ou une réflexion sur ça qui vient et qui n'est pas forcément évidente toujours à trancher. Et puis peut-être le troisième point, donc professionnel. Bon, alors moi c'est typiquement le sujet qui est au cœur de ce qu'on fait, mais... qu'est-ce que je fais en fait de mon job? Est-ce que je le garde? Mais ça veut dire que peut-être je télétravaille, est-ce que c'est possible? Ou je fais les trajets tous les jours, mais du coup ça nécessite un quotidien différent, peut-être plus lourd en transport. Ou est-ce que vraiment en fait justement cette quête elle vient de là, elle vient de j'en peux plus de mon job et j'en peux plus de cette vie en ville. Et du coup, j'ai envie de remettre soit les mains à la terre, soit exercer un métier plus dans le lien social avec les personnes, avoir un rythme différent. Et il y a aussi cette question d'idéalisation qui est à confronter avec la réalité, mais qu'est-ce que j'en fais et du coup, comment je le confronte du coup, familialement, contextuellement et financièrement. Okay, donc ce que je retiens, c'est que en fait, l'enjeu, il vient de la de la multidimension en gros quelque part de ce sujet-là, c'est-à-dire que ça touche à tous les éléments de la vie. C'est pas juste un changement de job ou de carrière, évidemment, c'est un changement, voire pas du tout, c'est un changement qui implique tous les partenaires avec lesquels on bouge, quoi, que ce soit sa tribu, sa famille, ses partenaires de vie, etc.
Ok. Mais effectivement, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que la question de repères, en fait, elle est hyper importante à voir. Si on a ces repères à soi à un moment de vie, et du coup, là, si on a envie de changer quelque chose, mais quel que soit le changement, en fait, c'est le principe de l'équilibre, c'est que à un moment donné, si on change quelque chose, ça déséquilibre les différents domaines, mais après, qu'est-ce qu'on priorise et comment on s'outille par rapport à ça. Ouais, et là, souvent, on change tout, parfois en même temps. Donc, effectivement, ça complexifie la chose. Merci, Perrine. Cécile, avec votre double casquette Pôle emploi, comment qualifieriez-vous cet enjeu autour des migrations de la ville vers la campagne et de cet équilibre de vie à trouver? Oui. Bonjour à tous. Alors, c'est bien qu'on soit différents. Moi, je vais rester peut-être un peu dans le périmètre qui est le mien pour Pôle emploi. Peut-être deux aspects là à ce niveau à partager en vous écoutant. La première chose, pour les demandeurs d'emploi que nous voyons, que nous suivons et que nous inscrivons, la problématique déjà de ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire que des métiers qui ne sont pas très attractifs et sur lesquels on a du mal à pourvoir les offres qui sont diffusées. Or, il se trouve que le secteur que je représente et qui se recoupe beaucoup avec le sujet de la ruralité, on a des vrais problèmes d'attractivité des métiers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur agricole, il peine quand même, vous nous le confirmerez ou pas, à trouver des candidats à l'installation, à la reprise ou pour du travail salarié. C'est quand même un petit peu difficile. Et si je l'aborde, c'est pour aborder la question de la revalorisation de ces métiers. Parce que je crois que c'est ça le sujet. Et que le témoignage, le premier point, c'est cette revalorisation, elle est en marche, vraiment. Moi, je le vois au travers vraiment du travail qu'on fait avec les demandeurs d'emploi. Bon, alors le Covid est passé par là. Tout le monde a compris la souveraineté alimentaire. Tout le monde a compris qu'on a besoin d'un agriculteur 3 fois par jour. Donc, c'est-à-dire plus souvent que d'un médecin ou que... on mange parce qu'il y a des agriculteurs. Tout le monde a compris que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est, et c'est notre santé. Ça veut dire qu'on est sur des fonctions d'une noblesse extrême, à la limite du régalien. Voilà. Et ça, tout le monde l'a compris, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un public qui vient vers nous de plus en plus avec un vrai regain d'intérêt pour ces métiers-là et le sens qu'ils peuvent trouver, qu'on peut retrouver par la revalorisation de à quoi ça sert de se positionner, de se projeter dans ces métiers-là ou dans ces zones-là, dans ces contextes-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les publics qu'on voit autour de ces aspirations-là, je le disais, c'est souvent des publics qui ont des expériences de vie professionnelle en milieu urbain, avec souvent des profils, des gens plutôt en catégorie socio-professionnelle moyenne, intermédiaire ou élevée, qui ont fait des études, qui ont commencé une vie professionnelle dans des métiers où il y avait vraiment des attendus de toutes sortes, vous imaginez, très élevés, et puis qui, pour une raison ou une autre, parce qu'il y a eu une fatigue, un épuisement ou une perte de sens, se re-questionne, se réinterroge complètement sur des transitions, des évolutions professionnelles. Et ça match avec cette notion de revalorisation et de sens et de noblesse qu'on peut trouver dans des métiers qu'on va aller chercher dans les territoires ruraux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Pôle emploi accompagne... il faut savoir qu'une personne sur 3 qui crée ou qui reprend une activité est demandeur d'emploi. Donc, il y a quand même pas mal de gens que nous accompagnons à Pôle emploi dans un projet de transition, de création, d'installation, de reprise d'activité. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que notre périmètre, c'est une installation, une création d'activités économiquement viables. D'accord ? C'est-à-dire, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je laisserai à mes collègues ici parler des gens qui veulent s'installer en milieu rural pour des raisons qui ne sont pas des raisons de création ou de reprise d'activité. Vous avez des gens qui vont vouloir revenir pour une qualité de vie, pour du télétravail, pour la nature, pour toutes ces connexions-là. Donc là, c'est
c'est autre chose. Moi, je parle de ceux qui vont vouloir venir avec une rupture professionnelle, avec une création, de créer une activité qui va leur permettre de manger. D'accord ? Donc ça, c'est super important parce que nous voyons aussi pas mal de gens qui viennent avec des projections, des envies, des intentions. Mais en fait, ce qu'ils imaginent dans un premier temps, c'est quelque chose qui peut s'avérer, s'ils ne sont pas très bien accompagnés, s'ils n'ont pas bien étudié les choses, qui peut s'avérer insuffisamment viable au sens économique du terme. D'accord ? Donc là, on aide, on accompagne, on en reparlera un petit peu plus. Et par contre, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable, c'est jouable. On a plein d'exemples de personnes qui ont repris un commerce, installé une agriculture ou créé une activité dans le paysage, dans l'environnement. Voilà, ça existe, c'est possible. Mais c'est vrai que sur Pôle emploi, on va essayer d'accompagner et d'aider les gens. Alors, par des aides d'accompagnement à la réalisation de leur projet, soit par des accompagnements financiers aussi, parce que quand on est demandeur d'emploi, si on est indemnisé, on peut avoir des aides financières au moment où on crée ou on reprend son installation. Mais l'idée, c'est bien de travailler avec les gens sur cette finalité économique. Si ce n'est pas le cas, c'est d'autres choses qu'il s'agit. Et pourquoi pas ? Il faut de tout. Mais voilà. Hein, hier, quelqu'un me parlait de projet bucolique. Je trouve l'expression jolie. Et pourquoi pas hein. Mais voilà, c'était juste pour bien resituer. Merci. Loïc, quand nous avons préparé cette conversation, vous m'avez dit une phrase que j'aimerais bien partager, qui est devenir paysan, c'est difficile, le rester l'est tout autant. Et j'aimerais bien que vous développiez cet argument-là. Ouais, donc je vais apporter un regard un peu plus agricole peut-être sur la question. Lorsque l'on parle de la problématique du renouvellement de génération, on focalise souvent l'attention sur la nécessité de susciter des vocations, de recréer un désir de revenir à la terre, de devenir paysan. Et effectivement, il y avait un véritable enjeu là-dessus. On le sait, le renouvellement n'est pas assuré. On a à peu près 2 installations pour 3 départs, 12 000 installations pour 20 à 21 000 départs. Donc il faut vraiment ressusciter des vocations, c'est une évidence. Mais on sait aussi qu'un quart des porteurs de projets qui s'installent arrêtent leur activité avant la 5e année, la moitié arrête avant la 10e. Donc on a un problème, un déficit d'installation agricole, mais on a aussi un problème de pérennisation des installations. Et ce problème, il est double. Une difficulté à trouver un équilibre économique, c'est-à-dire à trouver une capacité à générer un revenu suffisant pour vivre de son travail, et un problème temporel, la difficulté à trouver du temps libre pour se consacrer à d'autres activités que la seule activité agricole. Et ces 2 problèmes ne sont vraiment pas rares, ne sont vraiment pas exceptionnels. Dans le réseau paysan, donc à Terre de Liens ou dans les ADA, dans les CIVAM, à la Chambre d'agriculture, on est souvent confronté à des personnes qui s'installent, qui sont en reconversion, qui occupaient au préalable une position de cadre, avec le revenu parfois confortable qui va avec. Et on sait bien que ces trajectoires génèrent systématiquement une perte de pouvoir d'achat. Généralement, les porteurs de projets en ont conscience, le conjoint également, et donc on se retrouve dans une situation où les deux sont conscients que leur pouvoir d'achat va diminuer, mais pas forcément de l'impact que ça peut avoir sur la suite, mais j'y reviendrai un peu par la suite. Et ces problèmes font qu'au bout de quelques années, les porteurs de projets font un bilan qui est parfois assez déstabilisant, parce qu'à la fois, ils se déclarent extrêmement satisfaits de leur reconversion, ils ont retrouvé du sens dans leur travail et dans leur vie, ils se déclarent satisfaits de ce point de vue-là, mais malgré tout, ils arrêtent leur activité au bout de quelques années, à la fois épuisés par les journées à rallonge et par les fins de mois vraiment difficiles. Donc on a vraiment un problème de ce point de vue-là, qui n'est pas exceptionnel, et je serais presque tenté de dire que le problème du renouvellement de génération n'est pas plus élevé, n'est pas plus dramatique qu'il ne l'est aujourd'hui, uniquement parce que les paysans ont une véritable passion pour leur métier. C'est parce que les agriculteurs sont passionnés par leur métier qu'ils acceptent, qu'ils endurent même des conditions économiques parfois extrêmement laborieuses, des journées à rallonge, des surcharges de travail. Sauf que l'on ne peut pas faire reposer un enjeu aussi important que le renouvellement des générations sur la seule passion que les agriculteurs ont pour leur métier. Parce que cette passion, aussi forte soit-elle, a quand même ses limites, et des déséquilibres économiques, des situations de surcharge de travail finissent par générer des maux que la passion ne suffit plus à compenser. Concrètement, des semaines de 80 à 100 heures finissent par générer des tensions familiales,
par générer des problèmes de santé qui fragilisent le projet agricole. Donc l'enjeu, vous l'aurez compris, il est vraiment primordial, car derrière la capacité à construire un équilibre de vie, c'est la capacité à durer dans le métier paysan, la capacité à exercer de façon pérenne ce métier. Et à travers cette question, c'est aussi la capacité à assurer le renouvellement des générations à une échelle plus sociétale. Merci. Alors, belle transition pour Clément. Vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, qu'en fait, chercher du sens, c'est bien, mais que le sens du travail, ça ne suffit pas, qu'il faut pouvoir en vivre et que l'enjeu, il est là. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. Je trouve que l'échange va être riche. J'ai trouvé très intéressant vos premiers mots, mais justement, quand on retourne à vouloir changer d'activité, à revenir travailler à la terre, comme vous le disiez, il y a une nécessité de transition. La transition, bien souvent, elle démarre par cultiver une tomate ou deux dans sa jardinière, sur son balcon. Ensuite, comme vous le disiez, on commence à aller vivre un peu plus à la campagne, à avoir un jardin un peu plus grand. Mais de là à pouvoir cultiver suffisamment et avoir une notion de rentabilité derrière, et comme ça a été dit avant, et ça a été une bonne transition, de là, il y a quand même un gros pas à passer. Parce que lorsque c'est uniquement du jardinage pour se nourrir soi-même ou sa famille, on reste sur une certaine notion de passion, où si l'erreur est là, il n'y a pas de conséquences économiques derrière. Alors que du moment qu'on en vit, qu'on essaye d'en vivre ou qu'on veut en vivre, là par contre, forcément on se génère à un moment donné des investissements qui sont soit financés par ses propres deniers, soit alors on a demandé à la banque de nous accompagner. Et à ce niveau-là, là, on a des comptes à rendre, que ce soit par rapport à sa situation familiale, comme c'était dit, par rapport à son conjoint, que ce soit autant au niveau des horaires que des besoins financiers pour subvenir aux besoins de la famille, ou au-delà de ça, les besoins de rendre des comptes à la banque. Et même, j'oserais dire, bien souvent, quand des personnes reviennent en quête de sens par rapport à la volonté de produire sur le territoire l'alimentation de ses concitoyens, l'idée principale là derrière, c'est d'aller vers de la vente directe pour avoir le consommateur en direct, pour avoir le lien du début jusqu'à la fin. Et là, ça engendre encore une autre chose, c'est qu'il faut répondre aussi aux envies et aux besoins de ces consommateurs. Et ça a été dit plus tôt, le problème qui se pose est plutôt par rapport à la crise économique qu'on connaît dernièrement. Les deux, 3 dernières années, avec la crise de Covid, les gens étaient revenus sur du besoin de manger mieux, du manger sain, et puis aussi de retour à la valeur de l'alimentation. Mais cette valeur-là est en train de s'effriter dernièrement à cause du contexte économique. Les gens ont des budgets de plus en plus serrés à cause des charges qui augmentent. Et on voit les consommateurs se détourner de tous ces produits-là. Je pense par exemple aux produits bio qui sont face à une crise sans précédent. Je pense aussi à plusieurs collègues, je ne le fais pas directement sur mon exploitation, la vente directe, mais plusieurs collègues qui font de la vente directe et qui voient soit leur magasin de producteurs, soit leur marché avec des chiffres d'affaires qui diminuent, tout en ne répercutant pas leurs charges qui sont impactées, parce que c'est comme vous, les factures d'électricité, elles augmentent aussi pour les agriculteurs, tous les intrants augmentent aussi pour les agriculteurs, les emballages, etc. Ils ne le répercutent pas, et ce n'est pas pour autant que les concitoyens ne se détournent pas de leurs produits. Et ça interroge quand même quand on parle de viabilité de projet. Et en fait, quand on veut rentrer dans le métier d'agriculteur, il faut être prêt à ça, à se dire j'ai une sécurité qui est par mon emploi, peu importe lequel qu'il soit, mais là on a une fiche de paye qui est assez conditionnée et qu'on sait qu'à la fin du mois elle va tomber. Sauf que quand on est agriculteur, on est soumis à la fois au bon vouloir des consommateurs de vouloir consommer notre produit, mais aussi par rapport à l'année qu'on vient de passer, à des crises climatiques qui créent des pénuries de production. On a beau avoir les consommateurs en face, si on n'a rien à leur vendre, c'est compliqué de faire rentrer de l'argent. Et ça, il faut être préparé. Et pour ça, là, je vais parler un peu plus par rapport à ma casquette d'engagement au-delà de la profession. On cherche à faire en sorte que les jeunes puissent être accompagnés, les jeunes et les moins jeunes, dans leur projet de rentrer dans le milieu agricole,
ce soit pas uniquement par le fait de reprendre une exploitation. Dans le cadre, comme ça a été dit auparavant, il y a beaucoup de structures qui sont là, et dont la Chambre d'agriculture, via le pôle accueil installation, qui permettent d'orienter les personnes vers leur projet qui est le plus adapté. C'est pas uniquement le fait d'être agriculteur. Peut-être que dans un premier temps, pour faire la transition, c'est bien d'être salarié. J'en ai parlé tout à l'heure avec Loïc, il l'a fait sur une exploitation. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la dureté peut-être du métier. Parce que voilà, tous les jours, il faut y aller, que ce soit si on a de l'élevage ou même une production végétale. Eh ben, y a un moment donné, il faut être là pour prendre soin de ses plantes, de ses animaux. Et même le dimanche, va falloir arroser ses carottes, va falloir traire ses vaches, va falloir nourrir ses moutons. Et donc par rapport à ça, il y a un accompagnement qui est mis en place et qui, via une subvention qui s'appelle la dotation jeune agriculteur, qui permet de soutenir financièrement les jeunes qui souhaitent s'installer, donc jeunes, j'entends par là moins de 40 ans, dans le métier d'agriculteur. Mais pour cela, alors on entend le soutien financier, mais c'est pas uniquement ça l'intérêt pour nous. Ça, c'est la carotte qui permet aux gens de venir vers ce processus-là, mais c'est tout l'accompagnement qu'il y a derrière. C'est l'accompagnement qui est fait par des conseillers qui leur permet de bien réfléchir sur leur projet de vie, sur les impacts qu'il va y avoir, sur le besoin financier qu'il va y avoir derrière et le besoin de production qu'il va y avoir aussi, sur le fait d'être en capacité de faire face à des problématiques qu'ils vont avoir, que ce soit de débouchés, d'aléas climatiques, de problèmes de santé qu'il peut y avoir aussi. On n'est pas à l'abri, on est des êtres humains, ça nous arrive. Moi aussi, dans mes premières années d'installation, je me suis fait les ligaments croisés, j'étais obligé d'être arrêté pendant 3 mois. Là, il faut faire face à ces situations-là. Et donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir en discuter avant. Et par rapport à ce que disait Loïc, l'avantage, et là c'est des données chiffrées qu'on peut avoir, c'est que les jeunes qui s'installent dans ce cadre-là d'accompagnement, il y en a très très peu qui arrêtent leur activité dans les 5 ans qu'ont suivi leur installation. Donc en fait, le fait d'accompagner les jeunes, on les prépare aussi à faire face et à rester dans le métier. C'est ça le gros intérêt qu'il y a, de ne pas aller vers l'agriculture seul dans son coin. C'est pas parce qu'on retourne dans le milieu rural que on pense qu'on va avoir toutes les capacités à faire face. Il faut aussi s'appuyer sur le réseau qui est là, que ce soit le réseau de tous les accompagnants, mais aussi le réseau des agriculteurs, parce qu'il faut pas croire, mais c'est pas parce qu'on est dans notre ferme et sur nos champs qu'on n'est pas aussi solidaires les uns des autres. Et il ne faut pas penser que quand on arrive sur un territoire, et là je reviens aussi par rapport à ce qui était dit avant, qu'on va arriver sans avoir de lien social. En fait, il faut être assez humble quand on arrive sur un territoire, parce qu'il y a une histoire aussi là derrière, il y a des gens qui ont façonné ce territoire-là, que ce soit aussi bien par des milieux associatifs ou le milieu professionnel, ou alors aussi du lien qu'il peut y avoir avec ses voisins. Il faut rester assez humble. Les gens qui sont là, ils ont travaillé là, même si ça fait pas très longtemps, ils ont vécu là. Et du coup, c'est à nous, c'est à ceux qui viennent dans ces territoires-là de en jauger un peu et de pouvoir très humblement profiter du savoir-faire et du savoir-vivre de ces personnes-là et de s'en intégrer et aussi d'enrichir les personnes qui étaient là aussi. Ça va dans les deux sens. Merci Clément. Je crois que Loïc peut réagir. Je rebondis juste, ça fera peut-être la transition avec la suite, sur ce que disait Clément, sur l'importance de l'humilité, donner un conseil pratique peut-être sur ceux qui vont aller à la campagne. La pire démarche, la pire posture à adopter, c'est celle du donneur de leçons et d'arriver en terrain conquis en disant « vous n'avez pas compris, moi c'est le cas, je vais vous montrer comment ça marche ». C'est vraiment la pire chose à faire. Les agriculteurs sont là depuis des années, même si vous ne partagez pas leur opinion, il faut vraiment arriver dans une démarche d'ouverture en disant « écoutez, je ne partage pas forcément vos idées, je vais tester quelque chose à côté, on verra si ça marche, mais surtout ne jamais se positionner en donneur de leçons. Vous allez vous mettre à dos tout le village avant même d'avoir emménagé ». Clément, vous avez déjà commencé à introduire la séquence d'après, à faire une belle transition. Avant d'y passer, donc la question d'après, c'est comment on fait pour réussir cette transition-là. Avant de passer à ça, j'ai une question très naïve. On n'est pas dans une émission de télé-réalité, mais vous me disiez en préparation qu'en fait, l'équilibre de vie, évidemment, il est à trouver. Il est très personnel. C'est un truc chacun peut trouver quelque chose de bien là où l'autre le verrait pas. Et j'ai envie de vous demander à quoi ressemble votre quotidien, en fait, d'éleveur de vaches laitières. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des périodes extrêmement chargées
chargés dans l'année et d'autres moins, qu'on ne sait pas forcément quand on ne connaît pas vos métiers. Ça ressemble à quoi une journée chargée, par exemple? Vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites? Une journée chargée, c'est une journée comme aujourd'hui. Non, où voilà, j'ai des animaux à gérer. Et du coup, ce matin, j'ai le réveil qui a sonné à 5 heures pour pouvoir avoir tout fini avant 8 heures, pour pouvoir déjà déposer mon fils à l'école, parce que voilà, on a une famille aussi, et venir ici échanger avec vous et faire un retour de nos expériences. Mais au-delà de ça, même en journée où on a des récoltes à faire, etc., ou alors cet été que c'était assez sec, sur mon exploitation, j'ai aussi de l'irrigation. Quand il faut gérer ça, voilà, on attaque des fois le matin à 5 heures et on finit pas avant 10 ou 11 heures le soir. Mais bon, ça, c'est vachement occasionnel. Il y a des moments où, en fait, il faut pas prendre ça comme argent comptant. Vu qu'on est patron et qu'on n'a pas forcément trop de comptes à rendre à notre supérieur hiérarchique, moi, dans mon cas, c'est mes associés, mais si on a besoin de se libérer du temps dans la journée ou de s'en aller, ou moi, j'ai aussi vraiment la grande chance par rapport à d'autres métiers de pouvoir emmener mes enfants le matin à l'école ou d'aller les chercher à midi et de manger avec eux quasiment tous les midis. Ça, c'est une chance. Et en fait, c'est un lien familial qui se recrée. On fait fi de ces contraintes horaires. Et par contre, ces contraintes horaires-là, elles sont aussi dues au problème de valorisation du produit alimentaire qu'on a en France. Là, on va peut-être pas faire de politique, mais ces dernières années, il y a 2 lois qui sont passées pour revaloriser la valeur alimentaire de ce qu'on a dans nos assiettes, de remettre du sens et de la valeur à ce qu'on mange. Et on a toujours du mal à y aller. Et en fait, ce qui impacte les contraintes horaires qu'on a dans notre métier, c'est le manque de revenus qu'on a. C'est aussi bête que ça. N'importe quel chef d'entreprise, si son chiffre d'affaires ne lui permet pas de payer des salariés pour le décharger de travail, moi je connais aussi des plombiers qui travaillent les week-ends parce qu'il n'y a pas le choix, il y a des chantiers à faire, soit parce qu'ils n'ont pas de main d'œuvre, parce qu'il n'y a personne qui est intéressé pour venir, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Et dans le métier d'agriculteur, on a un métier comme les autres, on est aussi confronté à ça. Ok, merci. La télé-réalité est terminée, on peut repasser à des choses plus sérieuses. Donc, je vous l'annonçais, la question suivante, c'est comment on fait pour réussir cette transition et trouver ce fameux Graal, cet nouvel équilibre de vie. Sans trahir de grands secrets, il y a quand même 2 choses qui ressortent des discussions qu'on va avoir là. Il faut se préparer, voilà, c'est une grosse platitude, mais il faut se préparer. Alors, c'est pas forcément pendant des années, mais en tout cas, il faut savoir où on met les pieds, au sens propre et au sens figuré. Et ne pas rester seul, vous en parliez tout à l'heure, quelle que soit la destination, quel que soit le métier que l'on choisit, vraiment, et effectivement, c'est totalement contraire à tous les clichés qu'on peut avoir sur la vie dans le monde rural. On n'est jamais seul, il faut évidemment sortir de chez soi, mais une fois qu'on sort de chez soi, vraiment, il y a des liens, assez facilement, on peut tisser des liens et trouver de l'aide. Perrine, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, se préparer et ne pas rester seul? Surtout se préparer pour vous. Qu'est-ce que vous, du coup, chez ICO, par exemple, vous proposez dans ce cadre-là? Avant, juste, du coup, on fait plein de micro-parenthèses, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir tous les retours autour de la table. Et je voulais ajouter peut-être un complément, parce que c'est vrai finalement, c'est quoi le retour à la terre? Est-ce qu'on parle de vivre dans une zone rurale? Est-ce qu'on parle de métier forcément de retour à la terre? Moi, je trouve ça génial d'avoir ce retour d'expérience que vous avez tous les deux. Et je me dis, en fait, il faudrait avoir un peu le retour d'expérience aussi de plein de métiers finalement qui font vivre ces zones rurales. Parce que, moi, ce que j'observe en fait dans les transitions, les reconversions, c'est qu'il y a ce type de reconversion, de métier. Mais il y a aussi des personnes, donc, comme je disais, qui sont en freelance ou qui font du travail et qui s'installent dans ces zones pour un confort de vie, un autre quotidien, et ça amène d'autres choses. Ça peut très bien être monter un commerce, ça peut être très bien être infirmière libérale, avoir sa boulangerie nomade. En fait, voilà, ça peut tout vouloir tout et rien dire finalement. Retour à la terre, et oui, en fait, je me dis à l'issue de ce salon, il faudrait faire des fiches, peut-être portraits de reconversion, de télé-réalité. Quels sont le quotidien finalement de ces gens-là? Juste pour répondre à votre question, à cette parenthèse, le podcast, pour moi, on devient vraiment rural quand on inscrit ses enfants à l'école dans le monde rural. Voilà, mais ça, on y reviendra. Oui, mais du coup, ça implique plein de métiers, plein de façons de travailler, et du coup, ouais, c'est ça. Ouais.
Pour revenir au sujet de la question, après cette parenthèse, pour moi, il y a plein de choses en fait pour pouvoir se préparer. Et donc oui, on parlait d'étapes tout à l'heure. Il y a la question finalement de savoir ce qu'on a envie de vivre. Pourquoi on le fait en fait? C'est quoi le sens d'avoir envie de changer de vie, de changer de quotidien? Je parle vraiment de quotidien parce que pour moi, c'est ça aussi. Hein. C'est pas que le pro, le perso. Enfin, c'est de manière générale comment on vit. Et d'aller chercher finalement c'est quoi nos envies à travers ce changement, c'est finalement le lien avec la proximité de, comme je disais tout à l'heure, de nos habitudes d'avant, ou la proximité avec la famille, la proximité avec les autres personnes autour de soi, le lien avec la nature, et aussi quelles sont les envies que j'ai envie d'avoir au niveau pro-perso. Et donc ça, en fait, ça se prépare. On peut le faire seul, on peut se faire accompagner par des structures, on peut en parler avec son entourage. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est de dire déjà, qu'est-ce qui est important pour moi dans la question du changement, et de le confronter aussi à qu'est-ce qui va avoir comme impact dans ma sphère familiale, amicale, et du coup, comment je confronte ces réalités entre le moi et les autres. Et peut-être que, je retire le peut-être, mais il y aura de toute façon des compromis à faire. La question de l'isolement aussi, comment on y fait face par rapport à ces questions, et où, par exemple, quand on va définir un secteur géographique, pour beaucoup, en fait, on connaît pas de personnes sur place, on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds. Donc finalement, il y a plein de choses en face. C'est déjà de déterminer ses soutiens personnels, son entourage, mais aussi sur place, il y a plein de choses qui se passent, que ce soit en termes d'infrastructures, de communautés de communes, de collectifs. Je vous parlais de Mixer, c'est un super collectif qui justement accompagne que ce soit la reprise ou la création d'activités, comme le lien avec la recherche d'emploi dans ces secteurs-là. Et puis, quand on structure, quand on prépare, c'est important, je pense, de se mettre des objectifs, des dates, des actions pour que le projet il prenne vie, et pas que ce soit juste un rêve, comme vous disiez, les 80% qui ont envie d'y aller, mais en fait qui n'y vont pas. Ça reste un peu comme ça. Peut-être que dans les premières étapes, ça va être de se dire, peut-être pour certains, ça va être le projet pro, peut-être pour d'autres, ça va être le choix du secteur géographique. Et c'est hyper large parfois pour certains. Donc, il y a des personnes qu'on a accompagnées qui se sont dit, je vais faire des week-ends dans telle ou telle zone, je vais peut-être cibler la proximité avec ma famille, ou tel ou tel métier finalement qui va être plus accessible pour moi sur telle ou telle zone. Après, comment on décide en famille, quels sont les impacts, de définir les différents jalons en fait du projet, et peut-être aussi un horizon. Est-ce que c'est 2023, 2026, demain? Une question aussi sur le fait de se poser la question, finalement, c'est quoi mes peurs? En fait, je parlais des clichés tout à l'heure, mais comment on les pose sur le papier, les peurs, les contraintes. On parle du financier, c'est clairement une réalité pour certains, mais pour d'autres, pas forcément, parce que si c'est exercer le même métier à distance ou en freelance, c'est pas la même chose que, être sur des métiers où c'est compliqué. Donc voilà, questionner ça. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez l'outil. Nous, on l'utilise et je trouve ça génial. Le RIB. Alors, pas le RIB du chéquier, mais le revenu induit par le besoin. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un outil qui est très simple, mais c'est juste comment conceptualiser le fait de raisonner autrement que... on nous a inculqué qu'il fallait gagner tant et que c'était socialement bien. En tout cas, ça répondait à d'autres critères que les besoins qu'on a vraiment, en fait. Et c'est là où je rejoins la sobriété, en fait, dont peut-être on est beaucoup à revenir là-dessus. Le RIB, si vous cherchez sur Google, c'est les écolos humanistes qui ont conceptualisé ça. Donc c'est juste tout simplement le fait de se questionner finalement par rapport aux différents postes dans ma réalité quotidienne, que ce soit le loyer, les courses, j'en sais rien, la voiture. En fait, ça correspond à quoi je raisonne en charge, et du coup, en fait, finalement, j'ai besoin de quoi pour vivre, plutôt que,
moi, je sais que quand même, il faudrait que je gagne tant, parce que c'est bien. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde et claquer bref, je donne pas de montant, mais donc ouais, en tout cas, pour la question financière, c'est des questions à se poser. Et en fait, il y a des solutions en face. C'est juste qu'il faut à un moment donné se poser cette question-là et de voir quelles sont les prises de risques qu'on a envie de prendre et quel quotidien. Et puis après, l'idée, c'est d'expérimenter, en fait, de voir. Rien n'est figé. En fait, je pense que parfois, on se met une grosse pression de se dire mais en fait, si je saute le pas, mais si c'est la cata, en fait, j'ai tout perdu. Ou enfin, non, en fait, on peut y revenir. Enfin, nous, on le voit, il y a des gens qui reviennent en ville ou alors qui font autrement après, parce que ça a été trop brutal. Et donc, voilà, c'est comment on expérimente et on a cet état d'esprit aussi de se dire j'essaye et puis peut-être je me plante, mais en fait, en plantant, on pousse. C'est un peu vieux revu, mais voilà, je l'aime bien quand même aussi celle-là. Voilà. Et en tout cas, pour terminer, nous, c'est toutes ces questions-là, de manière globale, que ce soit traiter les envies, l'envie de... l'adéquation des valeurs avec ce qu'on a envie d'apporter professionnellement et de vivre personnellement, le rapport au travail, les peurs, les compétences aussi qu'on a envie de développer ou mobiliser, c'est des questions nous qu'on accompagne et c'est ce qui nous fait lever le matin de manière aussi expérientielle parce que c'est notre façon de voir les choses, c'est que quand on se questionne, on a besoin aussi de le vivre et pas uniquement de se dire j'ai ces compétences-là, donc ça va dans telle case. Donc en tout cas, chez ICO, c'est comme ça qu'on accompagne. Et donc si jamais c'est des questions que vous posez, que vous sentez isolées, je serais ravie d'en discuter à un autre moment avec vous pour voir si ça peut correspondre à vos besoins. Merci Perrine. Cécile, côté Pôle emploi, je crois que vous insistez sur le fait que vraiment il faut passer de l'utopie à la réalité. C'est un peu l'axe, je crois, que vous voulez. Oui, mais pour le meilleur. C'est pas... Bien sûr. Oui, redire que la théorie. Il y a un moment où la théorisation atteint ses limites. Et il y a le passage à l'acte. Alors l'acte, pas forcément la concrétisation des choses, mais l'acte, agir pour vérifier que j'ai vraiment envie de concrétiser. Sur la théorie des métiers, juste une anecdote, je pense très très souvent, il y a des métiers, ça ne se théorise pas. Par exemple, je pense que ça parlera à tout le monde, l'aide-soignant. Aide-soignante. Moi, je connais autant de gens qui aujourd'hui sont aides-soignants ou aides-soignantes, alors que il y a quelques années en arrière, si on leur avait dit qu'ils feraient ce métier, et si on leur avait dit que ça pourrait leur plaire et les intéresser, ils auraient dit mais non, même pas. En théorie, c'était impossible. Et puis, ils sont allés se confronter, et puis aujourd'hui, ils font ce métier, et ils aiment le métier qu'ils font. Ils aiment le métier qu'ils font. Ils n'ont pas envie de changer de métier. Et j'en connais autant qui viennent me voir en me disant je vais devenir aide-soignant. Et puis quand ils sont allés faire une semaine d'immersion, ils reviennent en disant je ne ferai jamais aide-soignant. Donc ça, c'est pour vous, c'est l'anecdote pour vous expliquer l'histoire de l'écart qu'il y a entre la théorie et la confrontation. Donc à Pôle emploi, on va tout faire pour aider les personnes à se confronter à ce qu'ils ont en tête, à ce qu'ils projettent au travers de l'immersion. Donc, aller faire des... Concrètement, on peut, tant que... Bien sûr, aller faire des immersions. Donc, aller passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois dans des situations professionnelles qui correspondent à ce qu'on imagine qu'on pourrait aimer faire. Aide-soignante, commerçant, agriculteur, etc. Ensuite, on va proposer, on va inciter les gens à faire des interviews, des enquêtes, à questionner, à aller voir des gens qui pratiquent le métier, à les rencontrer. On va les inciter à se faire accompagner au maximum par des personnes qui pourront les aider en mode soit accompagnement de projet, soit en mode expert. Je veux m'installer, il faut que j'aille rencontrer à un moment donné quelqu'un qui va m'aider à bâtir mon business plan ou mon projet, qui va m'aider à valider mon étude de marché, les aspects commerciaux, qui va m'aider sur le foncier, qui va m'aider sur le juridique, qui va m'aider sur ma prise en charge. Vous parliez tout à l'heure, voilà, j'ai un pépin de santé, comment je pourrais me retourner, qui va des personnes, des interlocuteurs, des experts qui vont m'aider, qui vont m'accompagner à
à imaginer de façon sécure et durable comment je vais pouvoir tirer un revenu, faire un chiffre d'affaires, payer mes charges et donc tirer ensuite un revenu de l'activité que j'ai envie de créer, dans laquelle je me propose de m'installer. En tenant compte, si on est sur des métiers comme celui que vous faites, des aléas que vous avez décrits, des aspects horaires, de la difficulté parfois à tirer un revenu permettant, par exemple, de rémunérer un salarié ou quelqu'un pour être remplacé quand il y a quelque chose qui ne va pas ou que même j'ai envie tout simplement de prendre un petit peu de temps, en tenant compte des contraintes, se confronter. Tant qu'on ne s'est pas confronté, tant qu'on n'est pas allé voir si on pouvait plusieurs jours de suite, un certain temps, se lever à 5 heures pour aller traire, et qu'en plus on aime ça. Il y a des gens qui aiment ça, qui échangeraient pas, qui aiment faire ça, qui aiment se lever tôt et cette activité-là, qui trouvent quelque chose. Parce qu'il y a le lait, parce que le lait, c'est une nourriture, parce que il y a des gens, comme vous le disiez, qui viennent, qui achètent ces produits, qui en ont besoin, etc. Mais tout le monde, voilà. Donc on va, on essaye, on fait, on se fait accompagner, on réfléchit aux aléas économiques. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, il n'y a pas d'activité plus impactée par le réchauffement climatique que l'agriculture. Je l'avais dit. La sécheresse, le coût des appros, les frais de carburant, les investissements, etc. Donc on en prend en compte, on est conscient, on le fait. Et ensuite, on y va. Alors nous, il y a toute la partie accompagnement où en fait les gens, on va les orienter vers des experts et des professionnels. Si c'est de l'agriculture, ça va être sur le PAI, ça va être sur la chambre. Mais si c'est pour du commerce, si c'est pour, on va trouver des experts comptables, etc., etc., etc. Sur les montages financiers, sur les banques, etc. Sur le fait de l'emploi, surtout notamment si on est en forme sociétaire, comme celle que vous avez décrite, qui d'ailleurs, c'est pas anodin, je veux dire, c'est pas la même chose d'être seul ou d'être en société, permet de dire j'ai créé une société, ce que mon activité rapporte reste dans la société, mais moi, en tant que demandeur d'emploi, je tire pas de revenus de la société que j'ai créée, donc je continue à garder mes allocations pendant toute la durée des droits que j'ai ouverts. Voilà. Et vous proposez des formations aussi, je ne crois pas que vous l'ayez mentionné, mais vous orientez vers des formations. Bien sûr, en tout cas. Oui, merci. Ouais. Merci, parce que c'était un oubli important. Ouais. Bien sûr, des formations, soit des formations à la création, c'est-à-dire à ce que je viens de décrire, au montage d'un business plan, d'un financement, d'un plan d'investissement, etc., etc., etc. Soit des formations techniques, parce que en fait, quand on s'installe, c'est pareil, ou qu'on crée une activité, on devient un couteau suisse. Il faut avoir des compétences dans tous les domaines qu'a décrit monsieur, c'est-à-dire du commerce, de la vente, du technique, du financier, du foncier, etc., etc. Et donc souvent, les personnes qu'on a, ils ont plus un domaine. Je suis cuisinier, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant, ou plus le financier, ou plus. Et donc, on va proposer effectivement de financer des formations en complément pour finir. D'accord, merci. L'un des témoins que j'ai interviewé dans le podcast, une jeune femme me disait, qui était consultante avant à Paris en ressources humaines, me disait avec le Covid, j'ai réalisé en fait que je savais faire deux choses. Faire des présentations PowerPoint et envoyer des emails. Et en fait, donc elle s'est rendue compte que ça lui servirait pas à grand chose dans la vie, donc elle a changé de voie. Merci pour ça. Loïc, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, toutes ces réflexions autour de il faut pas rester seul pour réussir et il faut être accompagné. Oui, peut-être 5 remarques sur le comment. Première remarque, un équilibre de vie, ça ne se trouve pas, ça se construit. On ne trouve pas un équilibre de vie comme on trouverait des champignons dans une balade en forêt. Ça demande vraiment du temps, de l'investissement, des efforts. Deuxième remarque, un équilibre de vie, ça ne se construit pas seul, ça se construit toujours en collectif, à travers de l'échange, de la discussion, avec ses proches, sa famille, ses amis, mais aussi avec des structures d'accompagnement. On le rappelait avec Clément, et c'est comme ça aussi que j'envisage le travail que je peux avoir à Terre de Liens. Je remets ma casquette quelques instants. Le rôle de Terre de Liens, de mon point de vue, c'est de faciliter l'atteinte d'un équilibre économique pour les porteurs de projets en réduisant les annuités qu'ils ont remboursées chaque année. Si on réduit les annuités, le BE peut plus facilement aller vers du revenu, et dans ce cas-là, on atteint plus facilement l'équilibre économique. Troisième remarque, un équilibre de vie, ça ne se construit pas une fois pour toutes.
Il ne s'agit pas de se mettre autour de la table une demi-journée avec ses proches et un accompagnant, de définir un équilibre de vie qui semble convenir à tout le monde et de considérer la question résolue une bonne fois pour toutes. Un équilibre de vie, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose d'évolutif, à la fois selon les changements d'aspiration de chacun et puis selon les changements de contexte. Un changement de contexte macroéconomique, l'inflation actuelle peut faire bouger l'équilibre économique d'une ferme, ou un événement plus micro, une naissance évidemment fait bouger l'équilibre familial, invite à redistribuer un petit peu le temps que l'on consacre à la ferme ou le temps que l'on consacre à sa famille. Quatrième remarque, un équilibre de vie, ça se construit avant même le début de l'installation. Il faut vraiment anticiper ces sujets-là, se les poser en amont. Je vais peut-être prendre le cas de l'équilibre économique. Donc je le disais un peu plus tôt, une reconversion paysanne, ça génère souvent une baisse de pouvoir d'achat. En général, le porteur de projet et son conjoint sont conscients et disent que l'argent ne fait pas le bonheur, on peut vivre avec pas grand-chose. Tous les slogans que l'on retrouve un petit peu partout aujourd'hui et qui peuvent faire l'unanimité. Et donc, a priori, pas de problème. Tout le monde est d'accord pour vivre avec peu d'argent. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sauf qu'en général, et c'est un exercice auquel s'est prêté, par exemple, l'initiative paysanne, donc une structure d'accompagnement, ils mettent autour de la table le porteur de projet et son conjoint. Et ils leur demandent de noter sur un bout de papier le montant de salaire qu'ils considèrent comme minimum pour vivre convenablement. Et quand bien même les deux s'accordaient à dire qu'on pouvait vivre de pas grand-chose, en vérité, ce pas grand-chose varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et on se rend compte que le porteur de projet considérait que finalement 800, 1000 euros, c'était pas mal pour débuter, alors que le conjoint considère qu'il faut au moins 1600, 1700 net. Ce qui est déjà parfois un renoncement important. Je ne dis pas que c'est anodin de considérer que 1600, c'est... Quand on gagnait 2005, voire 3000 net en tant qu'informaticien, on baisse déjà son pouvoir d'achat de 1000, 1500 euros net par mois. Mais bon, ça, sur le coup, ça peut paraître anodin, mais quand on est installé, ça devient vite problématique. Parce qu'en année 3, si le porteur de projet, si le paysan gagne effectivement 1000 euros, lui va se déclarer plutôt satisfait en disant j'ai atteint mon objectif, alors que le conjoint va se dire il y a un trou de 600 euros dans notre budget et ça va générer des frustrations, ça va générer des discordes. Donc vraiment bien prendre le temps de discuter concrètement des choses, de ne pas en rester à des généralités qui peuvent mettre tout le monde d'accord, mais dès qu'on rentre dans le détail, c'est toujours plus compliqué. Et cinquième remarque, un équilibre de vie, ça se construit toujours dans un contexte institutionnel qui est plus ou moins favorable. Aujourd'hui, on le sait, l'agriculture est travaillée par des accords de libre-échange qui tirent les prix vers le bas et qui ne facilitent donc pas l'atteinte d'un équilibre économique, de la capacité à se tirer un revenu. Donc ça ne facilite vraiment pas l'atteinte d'un équilibre, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Ce contexte institutionnel, il a été construit, il peut être déconstruit, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, ce n'est pas un invariant, on est sur une construction. Et donc, j'aurais presque tendance à dire, et je conclurai un petit peu là-dessus, qu'un équilibre de vie, ça se construit aussi en trouvant un équilibre entre l'action locale, le temps que l'on consacre au développement de sa ferme, et puis l'action plus politique, plus syndicale, qui vise cette fois à faire bouger les institutions pour faciliter l'atteinte d'un équilibre économique. Et cette variable-là, elle me paraît vraiment décisive, elle est vraiment délaissée. On se remarque que les porteurs de projets sont vraiment un peu dévorés par leur projet, par le temps qu'ils consacrent à la ferme, qui ferment un petit peu toutes les actions qu'ils pouvaient avoir à côté, alors que sur le long terme, la variable la plus importante pour construire un équilibre de vie, c'est les institutions, c'est le contexte législatif, c'est les accords de libre-échange éventuellement qu'on remet en question, et c'est ça qui fait la différence. Donc peut-être ne pas négliger l'action politique. Merci Clément, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, des points à accueil dans les chambres d'agriculture. Le syndicat Jeunes Agriculteurs, on peut venir vous voir même quand on est juste au stade du projet, c'est ça, et commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, rencontrer des acteurs. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Enfin, même on peut venir se rapprocher de nous du moment qu'on est intéressé par l'agriculture. Nous, en tant que syndicat, même si on a plusieurs échelons, national, régional, départemental et même cantonal, et plus on a un échelon, on va dire, proche du territoire, et au moins, on va dire, on a des orientations politiques. Et on est plutôt là pour faire de l'animation et faire connaître notre métier. Au niveau très local, il y a des organisations de portes ouvertes et de choses comme ça qui se font. Et le moment qu'on est sensibilisé ou qu'on apprécie ce métier-là d'agriculteur ou de vouloir travailler dans la terre, on peut venir se rapprocher de notre organisation. Et il y a beaucoup les premiers adhérents qui nous sollicitent, ils sont encore au stade à l'école, quoi. Ils ont 14, 15 ans, et ils viennent parce que ils s'intéressent
à ce métier, ils souhaitent aussi participer à nos animations, des concours de labour, des choses comme ça, des concours d'animaux, et n'importe quelle personne qui sont attirées par l'agriculture ou par les métiers de l'agriculture. Hein. Quand on parle d'un agriculteur, on fait vivre directement 3 à 4 personnes parce que directement elles viennent travailler avec nous sur l'exploitation, et indirectement 7 à 8 parce que il y a tous les métiers qui sont environnants, la transformation de nos produits, la commercialisation de nos produits, etc. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent autour de notre métier. Et après, toutes les interventions qu'il y a eu avant m'ont un peu interpellé. Et en fait, quand on parle de ruralité, on ne parle pas uniquement d'agriculture, et ça a été dit avant. Les agriculteurs, ils sont comme n'importe qui. Je l'ai dit, on a besoin d'une école, on a besoin de personnel soignant, on a besoin de commerce. Et le fait de revenir à la terre signifie pas uniquement revenir dans le milieu rural pour être agriculteur ou alors travailler avec les agriculteurs. Il y a aussi tout plein de services qui sont là. Ça a été dit, il y a besoin d'infirmières. Et ça peut faire du sens aussi pour le conjoint ou la conjointe, peu importe celui qui se destine à être agriculteur. Et du coup, il y a aussi un sens à trouver là derrière, parce qu'on recrée du lien avec ceux qui habitent dans le village. Et là aussi où il faut rester humble, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que les agriculteurs, ils sont là pour travailler la terre, pour produire sur les terrains. Et le fait qu'il y ait des personnes qui reviennent dans le milieu rural, bien souvent ça se traduit par la construction, de l'urbanisation. Et le petit village où il y avait 300 habitants, après il y en aura 600. Et en fin de compte, on a doublé la surface construite. Et tout ça, ça a un impact aussi sur la production agricole. Et il faut être assez humble par rapport à ça. La nature, c'est pas aussi uniquement le parc public qu'on avait au milieu de la ville où on allait promener son chien. C'est aussi un lieu de production où les agriculteurs ils prennent du temps pour faire de la production de qualité. Et là où j'en viens avec le lien de parc public, c'est que c'est pas l'endroit où on emmène son chien pour qu'il fasse sa crotte. Pour la petite anecdote, les crottes de chiens sont un vecteur de maladie pour les bovins. Et en fait, emmener son chien faire la crotte dans le champ du voisin, il y a plein d'impacts sanitaires qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, il faut rester... la nature, c'est pas un immense parc public, c'est aussi là où il y a des personnes qui exploitent ces terrains-là, qui les font vivre, qui aussi aménagent le paysage. Et bien souvent, là, on est dans une région qui est beaucoup vouée à l'agriculture, on va dire, d'élevage, avec beaucoup de surface en prairie. Et pour maintenir ces espaces ouverts et que chacun puisse en profiter, parce que les personnes qui viennent de la ville pour être dans la campagne, c'est parce qu'ils souhaitent aussi aller se promener, pouvoir profiter des paysages, pouvoir profiter de la diversité de cultures qu'il peut y avoir, parce qu'on on peut avoir des prairies, des tournesols, c'est joli, à des moments de l'année, des céréales, etc., du maraîchage, et tout ça, ça contribue à la diversité et à l'attrait de nos campagnes. Et pour tout ça, il faut savoir aussi arriver dans la ruralité avec le respect du travail qui est fait sur le territoire, quoi. Que ce soit le travail donc des agriculteurs, mais aussi le travail de ceux qui entretiennent les routes, parce que ça a été dit tout à l'heure, il y a besoin de se déplacer. Et l'interpellation qui avait été faite aussi pour savoir comment on fait nous, oui, on a besoin de se déplacer en véhicule. Véhicules qui sont décriés aujourd'hui, ils polluent, mais ils polluent, on est dépendant de ça. Pour la petite histoire, le réseau ferré en France était beaucoup plus dense et diversifié il y a encore 80 ans de ça. Il y avait une gare dans le petit village à côté de chez moi où il y avait à l'époque 1500 habitants. Maintenant, il y en a 4000 et il n'y a plus de gare. Donc maintenant, tout le monde fait le trajet en voiture. Et au-delà de ça, on se pose les questions, comme tout le monde, par rapport aux véhicules électriques, mais ça a assez peu de sens quand on est vraiment dans la ruralité d'avoir un véhicule qui nous permet de faire uniquement 300 à 400 km, alors qu'on doit faire 1h30 de trajet pour aller travailler. Ou alors, de là où je vais aller un peu plus loin, et quand on parle d'approvisionnement local,
qu'on a peut-être des fois des incompréhensions ou des aberrations qui sont émises par les agglomérations autour, hein, qui souhaitent avoir des producteurs qui viennent vendre sur leur marché et qui interpellent les agriculteurs en leur disant pas de souci, venez vendre vos produits, mais par contre il faut que vous ayez un véhicule qui pollue pas. Sauf que se déplacer avec un 3,5 tonnes dont il y a 1 tonne de batterie dans le coffre, on n'amène pas grand-chose pour vendre sur... et qu'on n'est encore même pas sûr qu'on puisse rentrer chez soi après le marché. Enfin, il y a des aberrations comme ça. Et en fait, on n'a pas encore eu la solution. Et le sujet du déplacement dans le milieu rural est un sujet qui est vraiment important et derrière lequel on ne se cache pas. Il y a des solutions qui sont là. Il y a des producteurs, des agriculteurs qui mettent en place des méthanisations, qui utilisent le gaz pour faire fonctionner leurs tracteurs ou leurs véhicules. Donc voilà, il y a des solutions. Il ne faut pas croire que les agriculteurs ne se posent pas les questions. C'est bien souvent qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour répondre à tous les enjeux à court terme. On a quand même un métier qui est rythmé par les saisons. Où quand on met en place une culture, on la récolte que 12 mois après. Il ne faut pas nous demander du jour au lendemain de changer. Ça nécessite au moins une année, voire des décennies, pour arriver à changer un système de production. Donc les agriculteurs sont toujours dans le questionnement de faire évoluer leur système pour le mieux. Moi le premier, j'essaye d'avoir un impact sur l'environnement qui est le moins néfaste possible, mais comme n'importe quel acte que l'être humain fait, on a un impact sur l'environnement. Même le fait de vouloir acheter un véhicule électrique, que ce même une trottinette électrique ou un vélo électrique, on a un impact parce qu'il n'est pas produit en France la plupart du temps. Ça nécessite des composants qui, par leur exploitation, polluent. Et voilà, il ne faut pas remettre sur l'agriculture tous les maux. Nos vaches étaient là bien avant l'ère industrielle et c'est pas pour autant que la pollution était là. Donc voilà, essayer de, comme on l'a dit tout à l'heure, rester humble. Chacun dans son quotidien doit faire des efforts par rapport à ces enjeux-là, mais ne pas se positionner comme donneur de leçons, c'est un début, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes on va dire rurales qui vont reprocher aux urbains certains de leurs paradoxes. C'est ça la chose, c'est le paradoxe qu'il y a. Parce que voilà, pour être pas très loin d'une grosse, enfin même de 2 grosses agglomérations qui sont Lyon et Saint-Étienne, on a beaucoup de personnes qui nous reprochent des fois d'utiliser nos tracteurs ou quoi, mais quand ils viennent se promener dans nos chemins, ils sont bienvenus avec leur voiture, et leur voiture, c'est rarement qu'elle est électrique, quoi. Donc voilà. Okay, merci Clément. Juste 2-3 points pour clore cette partie sur comment on fait pour réussir sa transition. Je reviens à des sujets plus généraux. Vraiment prendre le temps de choisir son territoire d'adoption, c'est vraiment pas anodin et c'est pas forcément un temps qui est très long, mais là il faut faire appel à évidemment aller rencontrer des gens, aller sur le territoire, aller y passer du temps, aller rencontrer les maires locaux, etc. Et là vraiment se fier à son intuition, quoi. C'est-à-dire que un territoire c'est comme une personne, on le sent ou on le sent pas, voilà. Et il y a un truc qui s'explique pas. Certains territoires sont très discrets. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y en a qui affichent, qui peuvent acheter des affiches 4x3 dans le métro à Paris. Ils ont sûrement plein de belles choses à dire. Il y en a d'autres qui parlent pas, mais qui ont des très belles choses à montrer aussi. Donc voilà, il faut prendre le temps de redécouvrir ou de découvrir la géographie de notre pays. L'autre point, c'est qu'on en a un tout petit peu abordé dans le sens d'apprivoiser son territoire. On a beaucoup parlé d'humilité. Surtout, éviter de refaire une caste. Alors vous l'appelez la caste des néos, la caste des je sais pas quoi, des néo-ruraux, des néo-machin truc. Parce qu'en fait on rate tout. Quand on fait ça, on rate toute la diversité sociale, culturelle qu'il y a dans les territoires. Il y a moins de gens, donc forcément votre voisin il vous ressemble pas. Et ça c'est super riche en fait comme expérience. Et du coup c'est de là que viennent des rencontres de la vie de tous les jours, et c'est de là que viennent des opportunités professionnelles aussi en fait. Le nombre de rencontres que moi personnellement j'ai fait sur le parking de l'école, voilà, c'est le lieu où il faut être en fait. C'est là que vous rencontrez des gens que vous n'auriez rencontrés nulle part ailleurs. Et ça en ville, on a tendance en fait à voir des gens qui se ressemblent, on a tendance à rencontrer des gens uniquement par le travail, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, beaucoup moins le cas dans le milieu rural. Et donc ça c'est riche, et donc ça il faut le préserver. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est des choses qui sont venues encore une fois
des interviews que j'ai faites, on m'a souvent parlé, dans la phase de préparation amont, à côté du business plan, bien sûr, des chiffres, on l'a dit, on l'a redit, bien sûr, il faut que tout ça soit viable économiquement, sinon ça ne peut pas durer. C'est l'histoire d'un cahier de rêve. En fait, surtout quand on part à plusieurs, que ce soit avec son conjoint, voire ses enfants s'ils savent écrire, ou un partenaire de vie, ou un partenaire économique, écrire en amont ce dont on rêve. Parce que, et ça c'est mon dernier point, en fait, il ne faut pas croire que le changement va arriver d'un coup. C'est-à-dire que je fais un double salto avant et je me retrouve dans la situation finale. Tout ça, le changement appelle le changement, c'est Cécile qui le disait. Et en fait, tout ça se fait par ricochet. C'est-à-dire que vous allez peut-être quitter la ville et garder votre travail en télétravail. Et puis finalement, vous allez être appelé vers autre chose. Et puis votre conjoint va peut-être aller plus vite dans la transition que vous. Et puis finalement, vous allez finir par monter un business avec lui. Et puis tout ça prend du temps, encore une fois, on l'aura dit. Et donc, il faut peut-être se souvenir à un moment de ce à quoi on rêvait et est-ce qu'on est en conformité avec ces valeurs, justement, pour revenir à ça. Nous avons été longs, mais c'est pas grave, il paraît qu'on a un peu plus de temps parce qu'après, c'est le déjeuner. Donc, si vous avez, et j'espère que vous avez des questions et que vous avez envie d'interagir avec les personnes qui sont là ou peut-être nous parler de votre projet, maintenant, le micro est à vous et on serait ravis, nous, de vous entendre. Je voulais juste... donc moi, je suis Anne-Lise, je travaille à la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, à la politique accueil et attractivité. Et je voulais juste ajouter que pour les personnes qui souhaitent s'installer en tant que porteurs de projet dans un milieu rural, ils n'hésitent pas à contacter les communautés de communes des territoires pour avoir plus de renseignements sur comment est la vie sur place, pour éventuellement rencontrer des acteurs locaux, etc., pour apprendre à réellement connaître le territoire avant de s'y installer. Et ainsi de pouvoir faire le meilleur choix. Merci. D'autres choses, des porteurs de projets qui veulent nous raconter leurs rêves, des porteurs de projets déjà installés qui veulent nous parler de leur... Non. Des réactions sur ce que vous avez entendu, vous êtes surpris ou pas du tout? Bonjour, moi je voulais juste revenir sur les stages que Pôle emploi propose. Hier, j'étais dans un autre atelier où quelqu'un expliquait qu'apparemment c'est très compliqué d'obtenir de réels stages sur des durées assez conséquentes, Pôle emploi lui avait proposé à peine 4 semaines ou des choses comme ça, et que c'est pas assez et que c'est vraiment un réel problème. Voilà, donc c'est comme vous avez parlé de ça, je voulais savoir si c'est vraiment le cas ou pas, quoi. Oui, dans une certaine mesure, oui, je comprends ce qui a été dit, parce que c'est vrai que les immersions dont je parlais, généralement, on va sur 15 jours, on refait une fois. On est plus sur effectivement sur des choses comme ça. Ça peut être plus long, hein, ça peut être plus long, mais je ne serais pas honnête de pas vous dire qu'effectivement, en moyenne, on est sur 1-2 semaines jusqu'à 4 semaines sur des immersions. Après, la personne hier, alors je n'étais pas là, j'en sais rien, mais parlait peut-être de stages longs préalables à des reprises d'exploitation agricole. Il s'agissait de ça précisément, parce qu'il y a des stages qui existent, hein, qui sont financés spécifiquement, effectivement, dans le cadre d'installation de reprise en agriculture. Mais là, c'est encore un autre sujet un petit peu spécifique. Oui, non, c'était simplement... Il expliquait qu'il y avait vraiment trop peu de structures qui proposent des vraies immersions, des vrais stages, des choses comme ça. Enfin, alors, il y a une deuxième question dans votre question. C'est ce que nous, on peut mettre en place, parce que quand on met un stage, bien sûr, il y a la couverture de la personne, hein, il y a tout un tas de choses. Donc là, je vous ai répondu sur cette première partie. Sur la deuxième partie, je comprends une deuxième chose, c'est peut-être la difficulté à trouver des lieux qui... pas des lieux où aller, vraiment des structures qui aident et qui accompagnent à faire des conventions, des stages, des choses comme ça. Bien voilà, à part Pôle emploi, bon, moi je sais pas, mais parce qu'apparemment il faudrait au moins plusieurs mois d'immersion, et qu'il n'y a pas forcément les structures qui permettent ce genre d'intégration, je sais pas. Après, voilà. Après, il y a des alternatives, c'est-à-dire que si la personne rentre dans une formation, il peut y avoir aussi des formations qui sont avec des périodes en entreprise qui correspondent en fait
quelque part à ces temps d'immersion et d'expérience en entreprise qui peuvent être assez longs et assez significatifs. Et puis pour revenir sur l'installation d'agriculture, il existe des stages longs, parce que comme le monsieur l'a dit, il y a un cycle, il y a un cycle la plupart du temps sur le végétal d'1 an. Donc effectivement, pour voir et pour découvrir, souvent il faut rester quand même assez longtemps sur l'exploitation pour se faire vraiment une idée précise. Mais ça existe, et c'est vrai il a pu être dit que la signature de ce type de convention, elle peut être un petit peu longue, mais pour des raisons très simples. C'est que quand vous êtes stagiaire de la formation, vous êtes rémunéré. Donc plus le stage et plus l'immersion, plus c'est long, plus ça engage des rémunérations qui sont conséquentes. Donc plus on va, c'est bien normal, vous le comprendrez, valider la faisabilité du projet, parce que ce sont en fait des engagements financiers qui sont derrière, tout simplement. Mais ce n'est pas impossible. D'accord, parce que du coup, quelqu'un avait répondu en parlant des woofing. Voilà, mais après, apparemment, le cadre est assez moyen. Donc, il y a vraiment un souci, apparemment, à ce niveau-là, de comment pouvoir intégrer réellement en toute sécurité, dans la légalité, etc., et que ça convienne à tout le monde, de pouvoir rester chez des gens pendant une vraie immersion, quoi, donc, assez longue. Ouais. Alors, si vous parliez de woofing, vous étiez quand même pas mal sur l'agriculture, on est d'accord, sur l'activité agricole. Alors, si on est sur l'activité agricole, je redis, au-delà de l'immersion, il y a des formations longues avec des périodes en entreprise, il y a aussi des stages des conventions spécifiques avec des cofinancements avec le conseil régional, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, des stages tests ou des choses comme ça, sur des durées longues. Mais effectivement, ça suppose qu'on ait déjà bien quand même vérifié qualitativement le projet, parce que je vous redis qu'on ne peut pas engager comme ça des rémunérations sur des durées très très longues, parce que un stagiaire de la formation, il est rémunéré, c'est normal, mais ça existe, c'est possible. Après, c'est vrai que les temps peuvent paraître un petit peu longs, mais c'est parce qu'on valide, c'est-à-dire que les personnes viennent nous voir, ils voient leur conseiller, et puis ça se met en place, ça demande un petit peu de temps, nécessairement. Pas des mois non plus, pas des mois non plus. Voilà. Merci. Vous avez une question ? Si je peux juste compléter par rapport à cette notion de stage. Nous, professionnellement, justement, on se pose vraiment des questions par rapport à ce statut-là, aux problématiques d'être stagiaire et de... Vraiment, on en a parlé tout à l'heure, pour la plupart du temps, les personnes sont en reconversion professionnelle, elles avaient un statut jusqu'à présent qui leur permettait de faire vivre leur famille décemment, on va dire. Et en fait, le stagiaire encadre beaucoup ça et entraîne bien souvent une perte de salaire. Et nous, on est vraiment en réflexion et on souhaite interpeller les parlementaires par rapport à ça pour faire évoluer le statut du stagiaire. Parce que c'est pas normal que des personnes qui ont un niveau de vie soient obligées de renoncer à leur niveau de vie ou de vivre uniquement sur les deniers de leur, enfin en grande partie les deniers de leur conjoint, pour arriver à se former suffisamment avant de sauter le pas. Et c'est ce qui engendre bien souvent des stages de courte durée. Et donc voilà, on souhaite quand même s'investir là-dedans et proposer quelque chose pour que ça évolue. Et c'est de là où je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit, la nécessité quand même, quand on est agriculteur, et étant donné qu'on est quand même de moins en moins nombreux, et ça c'est... Enfin nous on le regrette fortement, mais on souhaite à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne dans le secteur pour renouveler quand même les générations, mais où ça nécessite quand même de s'engager pour faire évoluer les lois ou faire avancer des choses pour que ce monde-là soit plus attractif et aussi plus vivant. Parce que c'est pas en restant tout seul dans son coin et quand on revient dans la ruralité, il faut pas croire qu'il faut rester tout seul dans son coin, on a besoin de tout le monde et on a aussi besoin de s'engager pour pouvoir faire avancer la profession et aussi les lois. Il y a une question que je me pose, c'est quand on va entreprendre donc une entreprise rurale, on parle de quoi? On parle de quelle taille d'entreprise? Est-ce que c'est nécessairement multimétier? Est-ce qu'il faut faire de l'agriculture et aussi avoir des animaux? Est-ce qu'il faut accompagner avec d'autres types d'activités comme des chambres d'hôtes? J'en sais rien. Je me demande si on prend une grange qui a 10 hectares, est-ce qu'on peut vivre de ça?
Ou est-ce qu'il faut vraiment des grandes exploitations pour que ça puisse être rentable? Non, il faut arrêter d'être avec des idées préconçues en se disant il y a une taille critique à avoir. Ça regarde la personne de pouvoir prouver que sur, par exemple, 5000 mètres, il a le moyen d'avoir une production qui lui permette de vivre. Je prends par exemple les plantes aromatiques ou médicinales, ou alors il y a tout plein de cultures qui peuvent se faire sur une très petite surface et permettre de dégager un revenu. Par contre, il y a d'autres productions qui nécessiteront une plus grande surface. Et il faut arrêter de confronter bien souvent la notion de petite et de grosse exploitation. Tout est une notion de rentabilité et aussi de bien-être de l'agriculteur, hein. S'il y a des agriculteurs, c'est des vrais chefs d'entreprise qui ont besoin de développer leur activité et qui se disent voilà, moi je serais heureux si je peux pouvoir permettre à 10 salariés d'être présents sur mon exploitation. Du coup, je serais content parce que ça va ramener du monde dans le village, parce que sinon, il n'y avait plus personne qui était là pour faire vivre l'école, etc. Et en fait, ça, c'est une posture de chef d'entreprise qu'il faut avoir en se disant, moi, comment mon entreprise, quand je vais la céder, ou quelle perspective je vais lui donner, et comment je vais bien vivre mon métier. Il faut pas parler uniquement de taille critique ou de structure, ou de se dire grosse ou petite. On a besoin de tout le monde et de la diversité. C'est ça qui fait avancer aussi le métier, qui est enrichissant, et que chacun aussi va pouvoir trouver sa voie. Parce qu'il ne faut pas croire que on est confronté à ça à l'heure actuelle dans les profils des personnes qui reviennent dans le milieu agricole. Moi, je vais parler pour mon département du Rhône. On a quand même beaucoup d'exploitations très diverses à reprendre, que ce soit autant des élevages laitiers, des élevages allaitants, des moutons, des chèvres, des arboriculteurs, des maraîchers. Et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent revenir dans l'agriculture, qui souhaitent s'installer par exemple en maraîchage, qui souhaitent démarrer sur 5000 mètres ou 1 hectare. Et alors qu'il y a une ferme en maraîchage de 3 hectares qui fonctionne très bien à reprendre à côté, mais en fait ça colle pas, parce que la personne se dit non, ça sera déjà trop gros pour moi. Ils vont commencer avec 1 hectare, mais en fait dans la perspective d'évolution de leur entreprise, bien souvent, ils vont finir au stade de l'exploitation qui était à reprendre il y avait 20 ans auparavant, quand ils sont installés. Et sauf qu'il faut qu'ils se posent la question, dans 20 ans ou 30 ans, quand j'aurai mon exploitation à céder, est-ce qu'il y aura quelqu'un en face pour la reprendre ? Et en fait, l'opportunité, est-ce que j'aurais dû la saisir à ce moment-là et permettre à un agriculteur de partir à la retraite ou d'arrêter son activité ? La fin en soi, c'est pas uniquement la retraite. Sereinement, en se disant, voilà, j'ai transmis un outil de production et j'ai pas été obligé de faire table rase et que personne n'a repris, ou que c'est parti uniquement à l'agrandissement parce que personne n'a voulu reprendre. Alors, je vais peut-être compléter un peu. Dans l'atelier précédent, on posait la même question à la directrice de Ferme d'Avenir, qui répondait la taille critique en maraîchage, c'est 2 hectares. J'aurais tendance à être un peu plus nuancé, ça va vraiment dépendre de vos choix techniques. Moi, je sais que j'étais régulièrement en Normandie pour voir des fermes en MSV, donc au maraîchage sur sol vivant, donc sans travail du sol, très intensif et très peu mécanisé. Et sur 2 hectares, vous retrouvez 3 ou 4 personnes qui tirent un salaire correct. Donc ça va vraiment beaucoup dépendre. Si vous êtes en maraîchage bio classique avec un micro-tracteur, que vous laissez des espacements assez importants entre les cultures, 2 hectares c'est bien, mais si vous faites vraiment de l'intensif en MSV, 5000 m², c'est déjà beaucoup pour une personne. Donc ça dépend beaucoup du choix technique que vous allez faire. Pareil en grande culture. En grande culture, la surface moyenne aujourd'hui, je crois que c'est 60 hectares pour une personne. Si vous êtes paysan boulanger, que vous transformez vos céréales en farine, que vous transformez vos farines en pain, et que derrière vous vendez vous-même votre pain, on estime que le maximum c'est 20 hectares. Après, c'est compliqué de suivre. Et juste pour compléter, non mais en fait là vous parlez du maraîchage, et bien souvent on a cette notion-là de dire 2 hectares par exploitant. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agriculture, on travaille quand même avec le sol, et le sol a besoin quand même d'une certaine rotation. On ne va pas pouvoir faire des carottes toute l'année sur le même endroit, parce que voilà, on va épuiser le sol, ou on va entraîner des maladies ou des ravageurs, et on a besoin de rotation. Il ne faut pas se dire j'aurais besoin uniquement de 2 hectares, j'aurais besoin d'une surface plus grande, ou alors aussi en se disant j'aurais besoin de ramener du fumier sur mon exploitation. Alors soit j'aurai des moutons, soit je vais être obligé de demander à l'éleveur d'à côté de me fournir du fumier, mais en échange peut-être que la rotation pourra se faire avec des surfaces que lui exploite. Donc il ne faut pas être fermé sur le fait que j'ai uniquement besoin de cette surface-là. J'ai l'exemple sur mon village, un jeune qui s'est installé en maraîchage,
il a 2 hectares de culture en maraîchage, mais il a aussi une dizaine d'hectares de céréales à côté pour pouvoir faire ses rotations. Et il ne faut pas se dire j'ai besoin uniquement de cette surface-là, j'ai besoin aussi de travailler avec un système plus vaste que uniquement mon exploitation. Merci, je pense qu'on va conclure, on a un petit peu débordé. Juste un mot de la fin, allez, 2 peut-être, mais pour conclure sur ces sujets de migration, ville-campagne et d'équilibre de vie, qu'est-ce que vous aimeriez les uns les autres que les personnes qui sont là retiennent de ce moment passé ensemble? Qui veut se lancer? Je sens Chloé qui est... Voilà. Anticiper, comme je le disais, il faut vraiment penser l'équilibre de vie avant même de se lancer. Et puis je réinsiste encore une fois sur l'action politique. Quand bien même vous n'êtes pas agriculteur, si vous vous investissez un petit peu sur ce combat-là, sur ces actions-là, ça permet aussi de faire bouger les lignes et ça facilite, si ce n'est votre équilibre de vie, au moins celui des autres. C'est quand même important de contribuer à sa manière à l'équilibre de vie des agriculteurs, qui sont, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, ceux qui nous nourrissent. Donc ne pas négliger l'action politique. Je pense qu'on a vraiment fait une erreur stratégique dans le mouvement paysan qui a été de miser uniquement sur l'essaimage en se disant on va faire quelque chose dans notre coin, ça va être super, tout le monde va nous regarder, tout le monde va vouloir faire la même chose, ça va se répandre dans toute la société, on va changer comme ça le monde. 20 ans après, on voit bien que ça n'a pas fonctionné du tout. Les gens commencent à se rendre compte. L'Atelier Paysan a sorti un livre qui rappelle exactement la même chose. Terre de Liens, et dont, encore une fois, je suis partie prenante, ça a fait le même constat. En 20 ans, on a sauvé 250 fermes. C'est ce qui disparaît toutes les semaines. Donc on a mis 20 ans pour sauver l'équivalent de ce qui disparaît en une semaine. Donc selon la manière dont on le présente, c'est plus ou moins génial. En général, on dit 250 fermes, c'est 8000 hectares, c'est beaucoup. On a bien travaillé. Et puis en fait, quand on le ramène à la dynamique, on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait une différence majeure et qu'on a juste limité un petit peu la casse. Donc miser sur l'action politique, corriger un petit peu l'erreur stratégique qui a été faite et essayer de faire mieux pour la suite. Merci, c'était un long mot, mais ok. Merci. Perrine. Sans surprise, je vais être sur le mot structuré. Structurer et ne pas oublier que le changement, c'est un processus et que rien n'est figé. Et voilà, expérimenter. En fait, ça fait 3 mots. Ok, c'est bon. Cécile. Faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Sérieusement, voilà. Merci. Moi, j'en ai un premier qui me vient, c'est le lien social. Il ne faut pas croire que c'est uniquement en ville qu'on peut avoir du lien social. On va dire en milieu rural, il est d'autant plus fort qu'on est moins nombreux. Et c'est par là, je pense que la transition vers la ruralité est accomplie, ou du moins que les gens s'y retrouvent. Et j'en reviens à tout à l'heure, comme on disait, humilité, et essayer de ne pas arriver avec ses grosses chaussures et ses gros a priori. Les gens sont là et sont fiers de ce qu'elles sont, et prenez-les comme elles sont, et intégrez-vous à elles plutôt que de les intégrer à votre idée préconçue. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous. J'espère que vous avez trouvé des réponses aux questions que vous vous posez, quelles qu'elles soient. Et puis bonne fin de journée.